Salam alaikum, je reviens vers vous pour le direct de samedi sur la chaîne VNR TV à 21h, Inch'Allah. Je vais vous donner une partie du livre de M. Gérard Troupeau pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient participer au débat pour nous donner quelques pépites en direct. Ce serait cool, je trouve. Donc voilà, je vais vous donner une bonne partie de son livre avec des noms. Et si vous avez le temps pendant la semaine de faire quelques recherches et de trouver à votre tour aussi quelques petites pépites. Donc, le livre de ce monsieur, c'est Gérard Troupeau. Alors, vous allez sur internet, vous tapez Gérard Troupeau, 200 ans d'enseignement de l'arabe à l'école des langues orientales. Alors, pour le peu qu'on a du livre, l'année 1995 ayant été marquée par le bicentenaire de la fondation de l'école des langues orientales de Paris, j'ai pensé qu'il était tout indiqué que je vous parle de ce grand établissement que j'ai eu l'honneur d'enseigner l'arabe littéral durant une trentaine d'années. Les raisons de la fondation de cette école dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle tiennent à la politique que la France menait depuis 2 siècles dans l'Empire ottoman. Dès 1535, François Ier avait signé avec Soliman Ier des capitulations, autrement dit des conventions, destinées à protéger les intérêts français dans les échelles du Levant, c'est-à-dire les comptoirs commerciaux établis dans 5 villes de l'Empire ottoman, Smyrne, Tripoli, Alep, Saïda et Alexandrie. Au XVIIe siècle, ces capitulations avaient été renouvelées par 2 fois sous Henri II en 1604 et sous Louis XIV en 1673. Les relations diplomatiques et commerciales que la France avait développées dans les différents pays de l'Empire ottoman et en Perse exigeaient des agents qui, pour servir dans les ambassades et les consulats en qualité de drogman, c'est-à-dire d'interprètes, devaient être versés dans la connaissance des 3 langues orientales en usage à cette époque au Levant, le turc, l'arabe et le persan. Pour fermer ces agents, Colbert, par un arrêté de 1669, avait décidé que 6 jeunes Français seraient envoyés tous les 3 ans, au couvent des Capucins d'Istanbul et de Smyrne. S-M-Y-R-N-E. Pour y apprendre les langues orientales, on appelait ces futurs drogman jeunes de langue, expression traduite littéralement du turc. Puis Louis XIV décréta en 1700 que 12 jeunes chrétiens d'Orient viendraient étudier à Paris au collège Louis le Grand. Cette disposition n'ayant pas donné les résultats attendus, le régent Philippe d'Orléans décida en 1721 que 10 élèves interprètes seraient recrutés parmi les fils de drogman ou de négociants établis au Levant et qu'ils seraient envoyés à Istanbul après avoir fait leurs études à l'école des jeunes de langue attachée au collège Louis le Grand. Les professeurs qui enseignaient l'arabe, le turc et le persan dans cette école étaient des secrétaires interprètes du roi pour les langues orientales, dont les plus célèbres furent les 2 de Fienne, père et fils, Petit de la Croix, Cardonne, Legrand et Ruffin, qui formèrent plusieurs générations d'excellents drogman. Tous ces diplomates orientalistes jouèrent un rôle considérable dans l'élaboration et la négociation des traités entre la France et la Turquie, les régences d'Afrique du Nord et la Perse. Certains d'entre eux écrivirent aussi des ouvrages intéressants sur l'histoire et la géographie de ces pays qu'ils connaissaient bien, pour y avoir été en poste durant de nombreuses années. Mais à la suite des bouleversements causés par la Révolution, la plupart des drogman attachés aux postes diplomatiques et consulaires du Levant ou d'Afrique avaient quitté le service. En même temps, presque tous les élèves de l'école des jeunes de langue avaient été retirés du collège Louis le Grand, devenu le collège Égalité. La pénurie d'interprètes était telle qu'on ne pouvait trouver de candidats sérieux pour les emplois vacants. Il était donc devenu urgent de créer une nouvelle école d'enseignement s'adressant à des jeunes gens formés, les prépare rapidement à remplir les fonctions d'interprète. Le mérite d'avoir provoqué la création de l'école des langues orientales revient à Louis l'Anglais, qui avait étudié au Collège Royal l'arabe avec Cossin de Perceval père et le persan avec Pierre Ruffin. En 1790, l'Anglais présenta à la Convention nationale une adressée
intitulé « De l'importance des langues orientales pour l'extension du commerce, les progrès des lettres et des sciences », adresse dans laquelle il préconisait la création de chaires d'arabes, de turcs et de persans à Paris et à Marseille. La Convention ne prêta aucune attention à cette adresse, mais l'anglais, nommé en 1792, sous garde des manuscrits à la Bibliothèque nationale, fit la connaissance du savant Lakanal, président du comité de l'instruction publique de la Convention. Lakanal reformula les idées de l'anglais dans un rapport qui fut adopté par la Convention, et celle-ci promulgua le 10 germinal en 30 mars 1795, un décret-loi dont voici les 4 premiers articles qui méritent d'être cités si l'on veut comprendre la spécificité de la nouvelle école. Article 1. Il sera établi dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale une école publique destinée à l'enseignement des langues orientales vivantes, d'une utilité reconnue pour la politique et le commerce. Article 2. L'école des langues orientales sera composée d'un professeur d'arabe littéraire et vulgaire, d'un professeur pour le turc et le tartare de Crimée, c'est-à-dire le turco-tartare, d'un professeur de persan et de malais. Article 3. Les professeurs feront connaître à leurs élèves les rapports politiques et commerciaux qu'ont avec la République française les nations qui parlent les langues qu'ils sont chargés d'enseigner. Article 4. Les 10 professeurs composeront en français la grammaire des langues qu'ils enseignent. L'école des langues orientales a donc été créée pour enseigner des langues modernes vivantes et non pas des langues anciennes mortes, et des langues utiles pour les relations politiques et commerciales, c'est-à-dire pour former des diplomates, des consuls et des drogmans tournés vers le présent et non pas seulement des orientalistes érudits tournés vers le passé. À cause de la difficulté de se procurer des manuscrits et des imprimés en langue orientale, l'école fut logée à la Bibliothèque nationale dans un local exigu. Cette exiguïté empêcha, durant un demi-siècle, le développement de l'école, dont le nombre de chaires ne dépassa pas 9. Mais en 1869, l'école fut réorganisée par un décret dont l'article 2 redéfinit le but de son enseignement. Les cours ont pour objet d'apprendre aux élèves à lire, écrire et parler les langues, et de leur enseigner la géographie politique et commerciale des pays où ces langues sont en usage. L'article 4 du même décret prescrit d'adjoindre aux professeurs des répétiteurs indigènes chargés d'interroger les élèves et de les exercer à la conversation et à la lecture à haute voix. À partir de 1873, l'école s'installa au 2 de la rue de Lille, dans un hôtel anciennement affecté à l'école du génie maritime. Elle fut dotée d'une bibliothèque qui est devenue l'une des principales bibliothèques orientalistes en Europe. Enfin, par un décret de 1971, l'école est devenue un établissement public à caractère scientifique et culturel et elle a pris le nom d'Institut national des langues et civilisations orientales. D'après ce décret, l'Institut a pour mission d'enseigner les langues vivantes de l'Europe orientale, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique, en vue de permettre aux étudiants d'exercer une profession dans ou en relation avec les pays où sont ces langues en usage, d'enseigner la géographie, l'histoire, les institutions et la vie politique, économique et sociale des pays concernés. Je viens maintenant à l'enseignement de l'arabe dans cette école dont je viens de vous résumer l'histoire. Comme on l'a vu, la chaire d'arabe est l'une des 3 chaires fondées par l'article 2 du décret du 30 mars 1795. À l'origine, il n'y avait donc à l'école qu'une seule chaire d'arabe dont le titulaire devait enseigner à la fois la langue littéraire et la langue vulgaire. Enfin, le premier titulaire de la chaire, Sylvestre de Sacy. Retenez bien tout, sinon là déjà ceux qu'on a donnés auparavant ils sont intéressants, mais là vous allez voir qu'on rentre dans le sujet, dans le vif entre guillemets. En fait, le premier titulaire de la chaire, Sylvestre de Sacy, qui n'avait jamais séjourné dans un pays arabe ni d'Orient ni d'Occident, avait une prononciation défectueuse et était incapable de s'exprimer en arabe vulgaire. Il se bornait à enseigner la langue littéraire. Cet état de choses dura 8 ans, car en 1803, sur la proposition d'Estève, un ancien de l'expédition d'Égypte et membre de l'Institut d'Égypte, le premier consul nomma professeur adjoint de l'école Don Raphaël de Monaki, avec mission de donner des leçons publiques arabes vulgaires. Ce personnage, qui s'appelait en réalité
Roufaïl Rahibat était un grec melkite d'Égypte qui avait fait ses études à Rome et était devenu religieux salvatorien et membre de l'Institut d'Égypte à la suite de l'expédition de Bonaparte. Cette nomination causa à Sylvestre de Sacy une surprise et un dépit bien compréhensible dont il fit part dans une lettre à son ami Anquetil du Perron, dont Raphaël resta professeur adjoint d'arabe vulgaire jusqu'en 1816, date à laquelle il démissionna. À la suite du départ de don Raphaël, un copiste attaché à l'école, Michel Sabat, grec melkite, ancien interprète de l'armée d'Égypte, réfugié en France, fut chargé de donner des leçons d'écriture et de prononciation et de conversation arabe. Mais Michel Sabat, donc S-A-2-B-A-G-H, mourut quelques mois après et le cours d'arabe vulgaire fut interrompu durant 3 ans. En 1819, un autre interprète de l'armée d'Égypte, le copte Elius Boktor, alors B-O-C-P-H-O-R, fut chargé d'un cours provisoire d'arabe vulgaire et l'année suivante, en 1820, il fut nommé professeur titulaire d'arabe vulgaire en réaction contre l'enseignement livresque et théorique de Sylvestre de Sacy. Voici ce qu'il disait dans les cours qu'il prononçait en ouvrant son cours. 4 points principaux en feront l'objet: lire, expliquer, parler, écrire. La lecture comprendra la prononciation. Dans l'explication, on fera voir les différentes acceptions d'un mot, son emploi, la manière de le traduire. Toutes ces données qui nous conduiront à parler seront accompagnées d'exercices de calligraphie ou de l'art de bien former les lettres chez les orientaux. Au lieu de donner une fausse théorie de la manière de prononcer un mot, comme on l'a fait trop souvent jusqu'ici, je le prononcerai devant mes auditeurs en les invitant à m'imiter. Les sujets des lectures ne seront pas pris dans les auteurs qui ont besoin de commentaires, ce qui n'apprendrait à un élève, interprète, à un voyageur, à un négociant, etc., qu'à ne savoir parler avec personne. Nous les choisirons dans les auteurs les plus faciles et qui sont à la portée de tout le monde, et nous en avons heureusement en tout genre. Ainsi, 15 ans après la fondation de l'école, une deuxième chaire d'arabe avait été créée, mais sous l'intitulé d'arabe vulgaire. C'était tantôt l'arabe d'Orient, tantôt l'arabe d'Occident, qui était enseigné. Boktor enseigna l'arabe égyptien, Cossin de Perceval l'arabe syrien, Deslan théoriquement l'arabe algérien, mais en fait l'arabe littéral. Cherbono et Ouda l'arabe algérien. Pour remédier à cette situation, une troisième chaire d'arabe fut créée en 1909 sous l'intitulé d'arabe oriental. Quant à la chaire d'arabe vulgaire, son intitulé ne fut modifié qu'en 1916 et remplacé par celui d'arabe maghrébin. Voilà donc l'école pourvue de 3 chaires d'arabe à l'aube du XXe siècle. Mais revenons à la première chaire d'arabe littéraire et vulgaire. Le changement intervenu en 1820. Par la création d'une chaire d'arabe vulgaire distincte, n'apparaît dans l'intitulé de la première chaire d'arabe qu'en 1832, date à laquelle elle prend l'intitulé d'arabe littéral, qu'elle porte encore de nos jours, littéral, voulant dire figuré par des lettres, c'est-à-dire écrit. Cependant, voici que pour des raisons qui nous échappent, Reynaud, mort en 1867, n'a pas de successeur à la chaire d'arabe littéral et supprimé au profit du japonais. Cette suppression durera 13 ans, pendant laquelle seul l'arabe vulgaire sera enseigné par 2 professeurs âgés de plus de 70 ans, Cossin de Perceval jusqu'en 1871, puis de Slan de 1871 à 1870, ce dernier enseignant d'ailleurs plus l'arabe littéral que l'arabe vulgaire. Pour parer à cette situation, alors le ministre de la guerre a besoin d'interprètes en Algérie et s'impatiente. De Rambourg est chargé d'un cours complémentaire d'arabe littéral en 1875 et la chaire d'arabe littéral est rétablie pour lui en 1879, avec tous ces chiffres. Ce n'est pas la seule chaire d'arabe qui fut supprimée temporairement. Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, en 1934, c'est la chaire d'arabe oriental qui est supprimée pour des raisons d'économie, alors que la France est engagée en Syrie et au Liban et s'apprête à signer un traité avec la Syrie. Le professeur délégué
Monseigneur Ferali, alors F-E-G-H-A-L-I, co-évêque maronite, était professeur titulaire à la faculté des lettres de Bordeaux. Le cumul lui est interdit et la chaire est supprimée. Durant 11 ans, Monseigneur Ferali assurera l'enseignement de l'arabe oriental bénévolement à la chaire, et la chaire ne sera rétablie que 2 ans après sa mort, en 1947. Après ce bref historique des 3 chaires d'arabe de l'école, je ferai quelques remarques sur les titulaires de ces chaires. Ma première remarque portera sur la longévité, car si l'on met à part Boctor, mort à 37 ans, les 17 professeurs actuellement décédés ont vécu en moyenne 76 ans et demi. Et 7 professeurs ont dépassé 80 ans. Godefroy de Montbine, 95 ans. Barthélemy, 90 ans. Le Cerf, 86 ans. William Marsay et Colin, 84 ans. Sylvestre de Sacy, 80 ans. On peut donc dire que l'arabe conserve même très bien, puisque la plupart des professeurs ayant pris leur retraite à 70 ans continuèrent à publier. Godefroy de Montbine, qui prit sa retraite en 1933, publia l'introduction du livre de la poésie et des poètes d'Ibn. Alors, on était où? Excusez-moi, j'étais coupé par le petit. Ibn Qutaïba, en 1947. Les voyages d'Ibn Jubayr, en 3 volumes, en 1955. Une volumineuse bibliographie de Mohammed, de plus de 1000 pages, en 1956. Barthélemy, qui prit sa retraite en 1929, publia les 3 premiers fascicules de son dictionnaire arabe-français de 1935 à 1942. William Marsay, qui prit sa retraite en 1942, publia les 8 volumes de son monumental glossaire des textes de Takruna, de 1958 à 1961. Le corollaire de cette longévité est la longue durée d'occupation des chaires par leurs titulaires. Les 22 professeurs actuellement décédés ou retraités ont occupé leur chaire en moyenne 25 ans. Et 6 professeurs dépassèrent cette durée. Caussin de Perceval, 50 ans. Sylvestre de Sacy, 44 ans. Colin, 37 ans. Ouda, 33 ans. Reynaud et de Rambourg, 30 ans. Cette longévité explique qu'en 2 siècles, la chaire d'arabe littéraire n'ait eu que 8 titulaires. La chaire d'arabe vulgaire, puis maghrébin, 10 titulaires de la chaire d'arabe oriental, 7 titulaires. Cette longue durée explique aussi l'influence que certains professeurs de l'école exercèrent sur les études arabes en France, par le nombre des disciples qu'ils formaient durant un quart de siècle. Un professeur comme Godefroy de Montbine, par exemple, qui enseigna à l'école entre les 2 guerres mondiales, forma presque tous les arabisants de l'après-guerre. Boris Brunsching, alors B-R-U-N-S-C-H-W-I-G, ensuite Cahen, C-A-H-E-N, Cantino, Colin, Le Cerf, Philippe Marsay, Marquet, Rodinson, Sauvaget. Ma deuxième remarque, alors là ça devient très intéressant, déjà depuis tout à l'heure c'est déjà très intéressant, mais là regardez bien. Pour ceux qui m'ont fait les commentaires, vous allez voir qui a enseigné à nos anciens il y a 200 ans en arrière, hein, chez nous dans nos pays. Et vous comprendrez, après vous viendrez m'insulter. Allez insulter plutôt ces gens qui ont fait ça. Donc alors, on continue. Ma deuxième remarque concernera la formation des titulaires des 3 chaires d'arabe de l'école. Sur les 25 titulaires de ces chaires, 14 étaient des anciens élèves diplômés de l'école. Écoutez bien. 7 professeurs, Reynaud, de Rambourg, Charbonneau, Godefroy de Montbine, Cantino, Philippe Marsay, Lecomte, possédaient un diplôme, celui d'arabe littéral. Un professeur, c'est Deslan, possédait 2 diplômes, arabe littéral et turc. 2 professeurs, Boudot, Lamotte, tout attaché, enfin, avec un trait d'union, Boudot, Lamotte, et Barbeau, possédait 3 diplômes, arabe littéral, arabe dialectique et berbère. 3 professeurs, William Marsay, Barthélemy et Le Cerf, possédaient 4 diplômes, arabe littéral, arabe vulgaire, persan et turc. Un professeur, Colin, possédait 6 diplômes, arabe littéral, arabe vulgaire, persan, turc, abyssin et malais. Ma troisième remarquera, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Gérard Troupeau dans son livre, je vous rappelle. Hein. Ma troisième remarque
touchera à la carrière des titulaires des 3 chaires d'arabe de l'école avant qu'ils ne deviennent professeurs. Donc, on était 8 professeurs débutèrent leur carrière comme enseignement en Afrique du Nord. Cher Bono, écoutez bien, c'est là que ça va brûler pour ceux qui balancent des commentaires. Dire nos savants. Il y a 200 ans, voilà, nos savants, ils ont été enseignés par qui? Alors, 8 professeurs débutèrent leur carrière comme enseignants en Afrique du Nord. Cher Bono à la Madrasa de Constantine, puis au collège d'Alger. Ouda au collège d'Alger et d'Oran, puis à la Madrasa d'Alger. Godefroy de Montbine à la Madrasa de Tlemcen. William Marseille à la Madrasa de Tlemcen, puis à celle d'Alger. Philippe Marseille à la Madrasa de Tlemcen comme son père. Colin et Blacher à l'Institut des hautes études marocaines de Rabat. Lecomte au collège Sadiki à Tunis. 3 professeurs commencèrent leur carrière comme Drogman du ministère des Affaires étrangères. Cossin de Perceval, ancien élève de l'école des jeunes langues où il étudiait les 3 langues dites musulmanes, arabe, persan et turc. Élève Drogman à Istanbul et à Smyrne, puis Drogman à Alep. Il rentra définitivement en France en 1821 pour des raisons familiales. Barthélemy, ancien élève de l'école des langues, diplômé des 4 langues, élève Drogman à Tripoli de Barbarie, Drogman à Zanzibar, Beyrouth et Alep, vice-consul à Alep, où il rédigea de 1900 à 1903 son dictionnaire arabe-français qu'il publia après sa retraite, nommé vice-consul à Resht en Iran. Il rentra définitivement en France lui aussi pour des raisons familiales. En 1905, Colin, ancien élève de l'école des langues diplômé de 6 langues, nommé élève Drogman à la fin de la Première Guerre mondiale, il fut détaché à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire en 1918, puis comme adjoint chef de la section sociologique de Tanger en 1921. Bien qu'étant entré dans l'enseignement, Colin poursuivit sa carrière consulaire en devenant successivement Drogman, secrétaire adjoint, consul, consul général et conseiller d'Orient. 3 professeurs, Reynaud de Slane et de Rambourg, commencèrent comme pensionnaires à l'Institut français d'études arabes de Damas, puis comme professeurs à la faculté des lettres d'Alger. 2 professeurs, Pella et Boudot-Lamotte, commencèrent leur carrière comme officiers des affaires militaires musulmanes. Très intéressant ça aussi. Après avoir retracé l'historique des 3 chaires d'arabe de l'école, de leurs titulaires, il me reste à parler des livres dont ces professeurs se servirent durant 2 siècles pour enseigner l'arabe à des générations futures utilisateurs de cette langue, tenant sa forme écrite que sa forme parlée. Bon, après, je vais arrêter là. Vous irez sur le livre. C'est très intéressant, tout ce qu'il dit. Bon, voilà, ça, c'était voilà, un premier grand passage. Parce que, je vous l'ai dit samedi, Inch'Allah, pour le direct, voilà, j'aimerais bien que certains frères et sœurs qui ont l'air entre guillemets, de se bouger à l'autre, aux inverses des autres frères qui insultent. Ben voilà, pour ceux qui veulent se bouger, les frères et sœurs, trouver des pépites. On vous a donné pas mal de noms, on vous a donné des dates. Tout ça, c'est pas inventé. Vous pouvez vérifier au Collège de France sur Internet. Vous verrez bien qu'il existe encore. Que ces professeurs, les professeurs que je vous ai donné les noms, ils n'ont pas été inventés. Au Collège de France, ils ne les renient pas. Donc on vous dit bien qu'ils vous ont enseigné l'arabe à nos ancêtres. C'est un peu bizarre, non? C'est comme si nos ancêtres, ils viendraient enseigner le français à des Français. Et à un moment donné, posez-vous des questions. Bon, je reviens vers vous, Inch'Allah, samedi. Puis, mes frères et sœurs, bon travail, bonne lecture. Et puis, comme on dit, bonne découverte, Inch'Allah. Et puis, pour les autres, tapez vos têtes. On n'a rien écrit, on n'a rien inventé, nous. Allez, salam alaikum wa rahmatullah. Et je vous dis à samedi, Inch'Allah.